Débrief des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions avec les affiches, l'Olympique Lyonnais qui bat la Juve 1-0 et le Real qui s'incline à domicile 2-1 face à Manchester City. Alors avant de parler des Citizens, parlons de la victoire de l'Olympique Lyonnais. Le coach Rudy Garcia a opté pour un 3-4-3, tandis que Sarri, le coach italien, lui a opté pour un 4-3-3. Alors messieurs, bonjour tout d'abord. Bonjour Lucas. Comment ça va? Bonjour à tous. Moi ça va très bien. On a suivi ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. On a assisté d'ailleurs à un match très bien géré par les Lyonnais. Est-ce tout d'abord mérité pour les Lyonnais cette victoire, Isaac? Mérité, moi j'ai pas regardé vraiment le match, donc je peux pas te répondre clairement si c'est mérité ou non. Après j'ai regardé un peu un bref résumé et connaissant en tout cas la qualité de l'Olympique Lyonnais déjà. Pas sérieux, tu n'as pas regardé le match, Isaac? Non. Ouais, j'ai regardé Real City. J'ai regardé Real Madrid City, donc je pourrais plus approfondir mon analyse sur ce match-là. Après, voilà, j'ai regardé le résumé et l'après-match sur RMC Sport 1. Après, voilà, connaissant les qualités de l'Olympique Lyonnais, voilà, on sait de quoi ils sont capables et qu'ils arrivent à se transcender lors de ce genre de match. Voilà, ben hier, ils ont réussi à s'imposer 1-0 grâce à un but de Lucas Touzard et un grand match en tout cas de Doussem Aouar qui a été le passeur décisif. Et quelle passe pour Lucas qui a su ouvrir la marque dès la demi-heure de jeu. En tout cas, voilà, pour l'Olympique Lyonnais, voilà, ce que j'ai entendu aussi, c'est que de ce que j'ai vu, c'est que aussi la Juventus Turin a loupé beaucoup d'occasions. Ils ont tapé la barre plusieurs fois. Et un penalty litigieux aussi concernant Paulo Dybala. Mais l'Olympique, en tout cas la Juventus n'a pas été à la hauteur de la rencontre. Et Maurizio Sarri a été beaucoup mis en cause justement lors de cette défaite. Victoire méritée pour toi, Enzo? Victoire méritée sur l'ensemble du match, oui. Moi j'ai regardé le multiplex, donc j'ai bien vu les deux affiches. Victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre parce que Lyon a bien joué. On en avait parlé en avant-match que Lyon fallait qu'ils jouent libérés. Ils ont joué libérés, ils ont très bien joué. Tactiquement, j'ai trouvé qu'ils ont été bons. On critique souvent Rudy Garcia sur l'aspect tactique, mais hier l'Olympique Lyonnais a très bien joué tactiquement. On a vu que face à une équipe italienne avec Maurizio Sarri qui a fait quelques choix qui n'étaient pas très bons et après en après-match il a bien surdi. Même lui il a avoué que certains choix déplaisait au vestiaire et qu'il n'arrivait pas à tenir son vestiaire. Donc ça montre l'incapacité de Sarri, je pense, dans ces rencontres importantes et dans ces rencontres à haut niveau et qu'il n'est peut-être pas capable de gérer. Mais pour revenir sur le match, Lyon a été bon parce que je pense que la Juve n'a pas été bon sur ce match. La Juve a laissé beaucoup d'espace sur les côtés notamment, avec les latéraux qui n'étaient pas au niveau. Au milieu de terrain, encore un mauvais choix de la part de Maurizio Sarri de titulariser Adrien Rabiot, même s'il a fait un bon match, un match honorable. Mais je pense que Blaise Matuidi au milieu de terrain aurait été meilleur. Et pour la Juve, ça aurait été mieux de titulariser Blaise Matuidi que de mettre Adrien Rabiot. Et après, on a vu un Cristiano Ronaldo et un Paulo Dybala inexistants qui n'ont pas été à la hauteur de cette rencontre. Après, Isaac parlait du penalty qui aurait pu être sifflé pour la Juventus Turin. Il y en a même un autre sur Ronaldo quand il va au duel à la tête qui se fait pousser par Denayer. Bon, on en reviendra tout à l'heure. Sur l'ensemble de la rencontre, Aouar et Touzard ont fait que l'OL gagne parce que je pense que sans ces deux joueurs, l'Olympique Lyonnais n'aurait pas gagné malgré que ce soit eux les deux acteurs du but, c'est-à-dire Aouar sur la passe D et Touzard sur le but. Mais même à part de ça, j'ai revu encore le petit pont qu'a mis Oussem Aouar sur Paulo Dybala. Mais c'est même pas que le petit pont. Après, il envoie une magnifique passe, un magnifique caviar sur Moussa Dembélé et Lucas Touzard. Beaucoup se posaient la question s'il allait être encore au niveau malgré qu'il soit transféré au Hertha Berlin. Et au final, oui, il est au niveau et il aide l'Olympique Lyonnais. C'est lui qui met ce but. Maintenant, on va voir le match retour. On va en parler aussi juste après. Mais sur l'ensemble de la rencontre, Lyon mérite sa victoire. Mais pour moi, c'est parce que la Juve n'a pas été au niveau. Tu le disais, match retour dans 2 semaines, précisément le 17 mars. Alors les gars, la Juve doit-elle craindre l'Olympique Lyonnais en match retour? Isaac? Non, la Juventus ne doit pas craindre l'Olympique Lyonnais. Et justement, il ne faut pas craindre cette équipe de Lyon. Déjà, tout d'abord, quand on voit la qualité qu'il a sur le terrain, bon, certes, l'Olympique Lyonnais dispose de très bons joueurs, mais bon, la Juventus de Turin a de meilleurs joueurs. Là, on parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Paulo Dybala, Enzo parlait d'avoir le choix de titulariser Blaise Matuidi. Donc voilà, la Juventus, en tout cas, a plus de cartouches sur le banc comparé à l'Olympique Lyonnais. On sait de quoi la Juve est capable.
On l'a vu la saison dernière, ils se sont inclinés 2-0 au Wanda Metropolitano face à l'Atlético. Et au match retour, grâce à Cristiano Ronaldo, voilà, ils remportent le match 3-0. Donc Lyon devra beaucoup craindre. La Juve, je pense que c'est Lyon qui va craindre la Juventus. Parce que la Juventus, voilà, c'est sur un match, ils auront tout à jouer. 90 minutes pour essayer de vite atomiser les joueurs de Rudi Garcia. Et là, il y a des joueurs, voilà, Cristiano Ronaldo, sortir en huitième de finale, c'est inconcevable pour ce genre de joueur. Et en plus de ça, s'il voit Léo Messi continuer la route en Ligue des Champions, ça serait un gros coup dur pour lui. D'autant plus que la saison dernière, c'est Messi qui a affronté l'Olympique Lyonnais. Et même s'ils ont fait match nul à l'aller, grâce à Messi, ils ont pu remporter la victoire au Camp Nou. Alors voilà, moi je pense qu'en tout cas, la Juventus devrait se qualifier. Même si voilà, c'est très compliqué. On sait de quoi Lyon est capable. Mais je ne doute pas de la qualité de la Juve. Je ne doute pas de Maurizio Sarri, même s'il est beaucoup critiqué en ce moment. En tout cas, voilà, on en parlait dans l'émission précédente. Ils sont en difficulté en Serie A, même s'ils sont toujours en tête. Et là, on l'a vu hier soir que ça n'a pas été facile pour eux face à Lyon. Mais voilà, je pense que la qualité des grands joueurs dans les grands matchs, Cristiano Ronaldo en tout cas, Paulo Dybala, ce genre de joueurs-là, devront permettre à la Juventus d'accéder au prochain tour. Enzo, tu es d'accord avec Isaac? Oui, tout à fait d'accord, parce que la Juve ne doit pas craindre et ne va pas craindre l'Olympique Lyonnais, parce que d'ailleurs, quand on regarde les unes et les journaux italiens, la Gazzetta dello Sport qui a dit qu'ils n'avaient pas reconnu la Juve, Tutto Sport a dit que la Juve ne s'attendait pas à avoir un Olympique Lyonnais aussi bon. Donc sur ce premier point, je pense que la Juve va apprendre, parce que la Juve c'est un grand club et la Juve a une institution derrière. Donc je pense que ça arrive à se faire remonter les bretelles et les joueurs également, parce que se faire éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions face à un petit club entre guillemets européen, ça passera pas, je pense, pour Sarri et pour le président et les instances de la Juve. Et après pour le match retour, rappelons que la Juve ne s'est jamais faite éliminer par un club français. Ça arrivait 13 fois, l'Olympique Lyonnais, le 14e adversaire français, ça n'est jamais arrivé. Le dernier en date, Monaco en demi-finale. Monaco avait éliminé la Juve au match retour. Et concernant Cristiano Ronaldo, comme l'a dit Isaac, ça serait inconcevable pour lui de se faire éliminer en huitième de finale, quand on sait que l'année dernière, Ronaldo s'est fait éliminer par l'Ajax. Et il avait très mal vécu ce fait-là. Il avait même regretté d'être reparti en Italie. Donc s'il y a un deuxième revers en ce stade, en huitième de finale surtout de la Ligue des Champions, même si à l'Euro, et l'Euro va beaucoup jouer pour le Ballon d'Or, je pense que pour lui, individuellement, ça va être très compliqué s'il se fait éliminer. Après, il faut oublier que Ronaldo, c'est quelqu'un qui est présent en Ligue des Champions. On ne l'a pas vu face à Lyon, mais je pense que sur deux matchs, il est présent sur un, il est très fort sur un des deux. Donc c'était un jour sans pour Cristiano Ronaldo, mais il va se relever, il va repartir de l'avant. C'est un très grand joueur, un très grand professionnel. Et devant le public, on sait que le Juventus Stadium, c'est un très beau stade, un stade où les supporters poussent énormément. À domicile, c'est une arme fatale pour les adversaires. Et Ronaldo, je ne sais pas si vous le savez, messieurs, hier, mais il a joué son 999e match, toute compétition confondue, au nombre de clubs, que ce soit le Sporting, que ce soit Manchester United. 999 matchs, c'est assez exceptionnel et c'est à souligner parce que ce week-end, ça sera le millième. Et il y a seulement 15 joueurs qui sont arrivés à atteindre cette barre fatidique. Roberto Carlos, par exemple. Donc ça reste un grand joueur, un énorme joueur, un extraterrestre. Donc fini avec... Juste pour ajouter, petite dernière stat, Enzo a parlé de statistiques. Sur les 10 dernières années, la Juventus a seulement perdu 3 fois au match aller. Et ils sont revenus une seule fois, ils ont réussi à se qualifier une seule fois. Et c'était lors de la saison dernière, justement, face à l'Atlético. Sinon, les deux autres fois, c'était une fois face au Bayern, qu'ils étaient très forts. Et c'était un gros match aussi, je me rappelle. Très gros match face au Bayern. Et ensuite, l'autre match, je ne me rappelle vraiment plus du tout. Je suis désolé. J'ai une autre stat aussi. Une autre stat, Rudi Garcia n'a jamais perdu face à la Juve. 2 victoires, 1 match nul. Ah, intéressant comme stat. 2 victoires, 1 match nul. Bon, fini. Tu peux chercher. Moi, tu doutes, Isaac? Moi, j'ai cru voir il n'a jamais perdu face à la Juve. J'ai cru voir que c'était sa première victoire face à la Juve. Il n'a jamais perdu face à la Juve. Ça reste à vérifier. Ou alors c'est Lyon peut-être qui n'a jamais perdu face à la Juve, mais j'en doute aussi. Non, moi j'avais vu une stat comme quoi, après peut-être que j'ai confondu, peut-être que voilà, mais que Rudi Garcia n'a justement jamais gagné face à la Juve. J'ai vu ça sur Opta, donc... C'est possible. Ça n'est pas la source. C'est possible. Opta.
Opta, c'est une source fiable. C'est une source. Alors ça va, ça devrait être ça. Donc fini avec Lyon-Juve. Venons-en maintenant au Real Madrid qui affrontait Manchester City. Manchester City qui, on le rappelle, a été sanctionné par l'UEFA pour infraction aux règles du fair play financier. Le club sera privé de compétition européenne pour une durée de 2 saisons. D'ailleurs, on vient d'apprendre que Manchester City a fait appel devant le TAS, le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Et donc, on suivra ça de très près. Bon, pour revenir au match, les gars, victoire des Citizens, 2-1 face aux hommes de Zinedine Zidane au Santiago Bernabéu. Est-ce une victoire tactique pour Pep Guardiola, Isaac? Victoire tactique, oui, parce que déjà, lors de la composition, voilà, on en a parlé déjà. Guardiola, il aime bien changer de dispositif. Et hier, il propose un 4-4-2. Un 4-4-2 dont Guardiola n'a jamais joué en 4-4-2 avec Manchester City. On sait que c'est un adepte du 4-3-3. Et hier, j'étais pas content de la composition à l'annonce. Pas surpris parce que je m'y attendais. Voilà, je savais qu'il allait faire quelque chose. Déjà, pour avoir titularisé Otamendi. Voilà, déjà sur la titularisation de Nicolas Otamendi, parce que moi je souhaitais voir une charnière centrale composée d'Aymeric Laporte aux côtés de Fernandinho. Hier, il a mis Nicolas Otamendi. Voilà, et hier, sur le but, il peut s'en vouloir avec Rodri. Otamendi et Rodri ils ne sont pas exempts de tout reproche. Et le 4-4-2, qui m'a été en tout cas, hier, c'est une victoire tactique. Oui, parce que le 4-4-2, il a été bien joué. Gabriel Jesus sur le côté gauche, dont on sait que on en parlait, on en parlait de son match, prestation XXL du Brésilien, qui de base est un attaquant de pointe. Il ne faut pas l'oublier que Gabriel Jesus, que ce soit lorsqu'il arrive de Palmeiras ou lorsqu'il joue en sélection brésilienne, c'est un pur numéro 9. Et depuis cette saison en tout cas, avec Pep Guardiola, pour essayer de le faire jouer aux côtés de Sergio Agüero, Gabriel Jesus est un peu plus décalé sur le côté gauche. Hier, il réalise un très gros match parce que Dani Carvajal, sur son côté, il n'a pas broché. Gabriel, il a réussi en tout cas à le cerner. Et on voit que il a mis Riyad Mahrez sur le côté droit. Et en fait, les joueurs qui sont au milieu de terrain, avec Rodri et Gundogan qui a réalisé un très beau match. Moi, je ne voyais pas Gundogan réaliser un bon match. Je ne voulais pas en tout cas le voir titulaire. Et il a réalisé un très beau match. Et en haut, les deux joueurs qui sont, on va dire, au poste de numéro 9, numéro 10, c'est Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Et hier, on s'aperçoit que en fait, Kevin De Bruyne a été plus l'attaquant de pointe. Hier, ça a été De Bruyne qui a réalisé... Voilà, un faux numéro 9. Kevin De Bruyne qui a été l'homme du match. Buteur à la 83e. À la 83e sur un penalty. Et sans oublier que lorsqu'il tire le penalty, City restait sur 4 penaltys ratés d'affilée. Donc De Bruyne à valeur sûre. Content que en tout cas, Kevin De Bruyne, on va dire, brise la malédiction. Et Bernardo Silva était plutôt sur un poste de numéro 10. Donc en tout cas, hier, oui, c'est une victoire tactique. Guardiola a réussi son coup. Même si City encaisse le premier but sur une erreur manifeste entre Nicolas Otamendi et Rodri. Nicolas Otamendi n'est pas vraiment on va dire à 100% vraiment que c'est de sa faute que City encaisse, parce que Rodri, c'est une passe très molle. Rodri n'appuie pas vraiment sa passe pour Nicolas Otamendi. Et ils ont su réagir. L'entrée de Raheem Sterling, sortie de Bernardo Silva, l'entrée de Sterling qui a été annoncé en tout cas apte à jouer la rencontre la veille du match en conférence de presse. J'ai directement envoyé un message sur le groupe pour vous annoncer que Raheem Sterling serait présent. Et hier, c'est lui qui débloque la situation. Il gagne ce penalty et c'est lui qui met l'avant-dernière passe à Kevin De Bruyne, qui permet à De Bruyne de pouvoir distribuer ce caviar à Gabriel Jesus, qui permet à l'attaquant brésilien d'égaliser. Alors en tout cas vraiment très content que City remporte cette victoire, parce que c'est une victoire à l'extérieur, c'est 2 buts inscrits. On a vu que Sergio Ramos a pris un carton rouge, donc il ne sera pas là lors du match retour. Mais c'est important de voir ce genre de match, et là il a réussi son coup, donc bravo à Pep Guardiola. Le 4-4-2 a été très bien trouvé, et City a pu remporter la victoire sans Kun Agüero, parce que Sergio Agüero a été laissé sur le banc. On sait aussi qu'avant le match, beaucoup de supporters, je regardais sur Twitter,
ont été déçus de ne pas voir Agüero parce qu'ils annonçaient que pour ce genre de match, voilà, on dit toujours grand match, grand joueur. Kun Agüero c'est un grand joueur, mais hier, en tout cas, Gabriel Jesus a montré qu'il est à la hauteur et on peut peut-être assister à une passation de pouvoir. En tout cas, peut-être que Gabriel Jesus deviendra le prochain numéro 9 pour les 5-10 prochaines années, comme l'a été Kun Agüero. Jesus buteur également à la 78e minute. Et Enzo, d'accord avec ce que vient de dire Isaac? Oui, c'est une victoire tactique de la part de Pep. Isaac nous l'avait dit, j'étais assez d'accord avec lui concernant Pep Guardiola qui souvent faisait des petites surprises au niveau du dispositif. On l'a bien vu hier, ça a marché, il s'est adapté au dispositif de Zinedine Zidane. Et on voit que l'expérience de Pep a gagné sur l'inexpérience entre guillemets de Zidane, même si Zidane a gagné quand même plusieurs Ligues des Champions. Mais je veux dire, sur les années passées, Pep Guardiola est plus expérimenté que Zinedine Zidane. Et ça, on l'a vu même au vu des changements. Parce que Sterling, il est rentré à un moment où City, presque, c'était la dernière chance pour qu'il marque. Et au final, il a tout fait déclencher. C'est lui qui a dynamité le match. Malgré, on ne sait pas s'il était à 100%. Ça non plus, Pep Guardiola a dit qu'il était apte, mais on ne sait pas s'il était à 100% ou pas. Même s'il était à 80 ou à 70%, même s'il était à 100%, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a marché. Ça a marché, voilà. On voit que c'est un très grand joueur, qui est un joueur qui a de l'avenir. Et on voit qu'il est acteur sur les 2 buts. Même hormis les 2 buts, il a été présent aussi. Je l'ai trouvé bon aussi dans la récupération. Il n'a pas abandonné, il n'a pas baissé les bras quand City perdait le ballon. Il faisait les efforts défensifs. Et moi, j'aime bien voir des attaquants qui font les efforts défensifs. Et c'est ça que j'ai aimé hier soir chez Raheem Sterling. Donc voilà, victoire méritée de la part de City, même s'ils étaient menés 1-0 sur une petite erreur, comme tu l'as dit, Isaac. Mais voilà, Pep Guardiola, on sait que c'est un très grand entraîneur. Isaac, tu peux en témoigner, même si moi... Zidane l'a dit aussi que c'était le meilleur. Voilà. Zidane a dit que c'était le meilleur. Et j'ai une stat, Lucas, encore une. Au Santiago Bernabéu, Pep Guardiola, c'est 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 9 matchs. Ah, mais on sait que Guardiola, c'est son terrain d'entraînement. On sait que lorsqu'il était au FC Barcelone, Santiago Bernabéu, c'était pas un endroit qui le faisait peur. Moi, j'ai une image, en tout cas, qui nous vient à tous en tête, à tous les amoureux du football, c'est le 5-0. Le 5-0 que le FC Barcelone inflige au Real Madrid, personne ne l'oubliera jamais. Et en tout cas, voilà, Guardiola sait comment jouer face au Real Madrid. Et hier, il a prouvé que voilà, il n'était pas mort parce que beaucoup l'enterraient. Mister Guardiola, parce qu'on sait que City, chez eux en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. On se rappelle du match contre Monaco, que ça a été très compliqué. Face à Tottenham également. Ils avaient gagné 1-0 face au Paris Saint-Germain il y a de ça quelques années. Mais on sait que City, face à de grosses équipes à domicile, c'est un peu plus compliqué. Donc on en parlera du Real, est-ce qu'ils sont éliminés? Est-ce que le Real est éliminé ou pas? Moi, point d'interrogation, parce que même s'il n'y a pas Ramos, à domicile, attention à City. Après, pour revenir un peu sur ce que tu disais, tu comparais les matchs d'avant. Je pense que Guardiola a pris de ses erreurs, justement. Je pense aussi, parce que c'est un grand entraîneur. Parce que hier, City ne s'est pas vraiment livré face au Real Madrid. Voilà, c'est vrai qu'ils se sont procuré beaucoup plus d'occasions que le Real. City aurait pu inscrire même un 3e ou 4e but très facilement. Par exemple, lorsque Ramos prend ce carton rouge, Gabriel file au but et peut marquer. Et même en toute fin de rencontre, il y a une action avec Riyad Mahrez qui est indécis. Il pouvait la mettre soit à gauche pour Gabriel, soit à droite pour De Bruyne. Et voilà, il perd la balle, mais cette action aurait pu terminer sur un but. Et pour revenir sur les matchs d'avant, justement face à Tottenham lors du match aller, face à Liverpool, City s'est beaucoup livré face à ces équipes-là. Donc ça a beaucoup permis, en tout cas à l'adversaire, de se procurer de nombreuses occasions, même si le Real Madrid a eu des occasions. Voilà, en première période, il y a eu de très belles occasions. Lucas parlait de la tête de Karim Benzema, un arrêt d'Ederson. À la 29e minute. À la 29e minute, très bel arrêt d'Ederson. Et Vinicius qui se loupe. Parce que Vinicius, s'il ne se loupait pas, la cage était grande ouverte. Il aurait pu déjà ouvrir la marque. Mais la Guardiola ne s'est pas livré face à l'équipe de Zizou. Et ça a permis, en tout cas, à City, même s'ils ont encaissé, parce que c'est City qui encaisse le premier but, c'est une erreur, voilà. Parce que lorsque City encaisse ce but, moi-même, dans mon salon, je fais, voilà, rebelote, c'est parti. City dominé,
City avait le match à main, City avait les plus grosses occasions. Et là, le Real Madrid, grand coup sur Manchester City. Ils mettent ce but et nous, on pense, voilà, en tout cas, moi, je pense que voilà, City, c'est toujours pareil. Ils dominent, ils ont la même mise sur le match, ils ont les meilleures occasions. Et une fois de plus, le Real aussi qui joue bien de cette manière-là. Ils aiment bien laisser aussi l'adversaire avoir le ballon et d'un coup frapper un grand coup sur l'adversaire. Et bien voilà, marquer sur 1-0. Et c'est là que City joue bien le coup. En tout cas, tu parlais Enzo de cette entrée de Raheem Sterling. Guardiola, c'est le seul changement en tout cas qu'il fait. Si on enlève le remplacement d'Emeric Laporte qui sort blessé. Et là, Raheem Sterling, on va dire qu'il change le cours du match. Et c'est aussi grâce à un grand Kevin De Bruyne. Voilà, Kevin De Bruyne, Rio Ferdinand a dit hier que c'était le meilleur milieu de terrain du monde. Je le pense aussi, voilà, pour moi, c'est en tout cas le milieu le plus complet. Milieu le plus complet du monde parce qu'il est très bon, que ce soit dans la récupération, dans la manière de pouvoir marquer, de pouvoir distribuer des ballons, parce qu'hier on voit qu'il distribue un très bon ballon pour Gabriel Jesus qui aurait pu lui aussi mettre le premier but, un très bel arrêt de Thibaut Courtois au quart d'heure de jeu. Et City, en tout cas bravo à Manchester City, à Pep Guardiola qui ont su renverser la tendance. Le Real Madrid, voilà, que je le répète encore une fois, on sait que c'est une équipe qui aime bien laisser penser à l'adversaire qu'ils ont la même mise sur la rencontre. Et là ils mettent ce premier but, grand match de Vinicius à rappeler parce qu'il n'était pas sûr d'être titulaire. Mais sur Zinedine Zidane, lorsqu'il fait ce changement Vinicius Junior à la place de Gareth Bale, je pense qu'il se tire une balle dans le pied. Je pense qu'il se tire une balle dans le pied parce que c'est le meilleur joueur du Real Madrid à ce moment-là. Et c'est le seul joueur qui peut permettre au Real de pouvoir peut-être inscrire ce second but. Il fait rentrer Gareth Bale, Gareth Bale cette saison, bon, on sait qu'il a été annoncé sur le départ. Gareth Bale, Zinedine Zidane voulait le vendre à tout prix cet été. Il a beaucoup, on va dire, craché sur Real Madrid. On parlait de ses sorties médiatiques, que ce soit avec le Pays de Galles où il annonçait clairement que pour lui le Real Madrid ça passait après le golf et après la sélection galloise. Et hier il le fait rentrer. Moi je pense que ce genre de joueurs-là n'ont plus rien à faire au Real. Et voilà, ils sont pas aimés que ce soit des supporters. Donc Zidane, je pense que ça a été une erreur en tout cas d'avoir fait rentrer Gareth Bale. À un moment il a un ballon sur le côté gauche, il frappe du gauche et voilà, il envoie le ballon dans les airs. Et pourquoi avoir fait sortir Vinicius à ce moment-là du match? Et ça a été là où le match a totalement changé et City a pu renverser la tendance grâce justement à ce changement de Pep Guardiola qui fait rentrer Raheem Sterling et Kevin De Bruyne qui a su distribuer ce caviar, même si c'est des buts un peu, comme tu le disais Enzo, avant la rencontre, peut-être qu'il aurait pu être refusé par l'assistance vidéo. En tout cas, voilà, City pour moi c'est vraiment une grande victoire tactique de Pep Guardiola. Ce 4-4-2 qui a été exceptionnel. Et Guardiola justement qui a annoncé après le match en conférence de presse que Zinedine Zidane va analyser la rencontre. Et là, Zidane va s'adapter à City pour ce match retour. Donc je pense qu'au match retour, Guardiola ne jouera pas en 4-4-2. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il rééditera cette composition. Et que là, il s'attendra, en tout cas, il va beaucoup analyser le Real Madrid. Parce que le Real Madrid déjà joue ce week-end face au FC Barcelone, le Classico qui est très important. Il ne faut pas perdre pour le Real. Ils sont à domicile, ils sont à 2 points du FC Barcelone. Donc ils sont dans l'obligation de remporter cette victoire pour récupérer le trophée, le trône du leader du championnat. Et on assistera en tout cas à un très bon match retour, même s'ils feront sans Sergio Ramos. Mais on assistera aussi à un combat tactique lors du match retour. Et on ne verra pas en tout cas les mêmes compositions, que ce soit du côté de Zidane et de Pep Guardiola. Pour continuer sur le club madrilène, est-ce que le Real est d'ores et déjà éliminé? Puisque tu l'as dit, Sergio Ramos a reçu un carton rouge durant cette rencontre, Isaac. D'ores et déjà éliminé, non, parce que voilà, on sait de quoi ils sont capables. Ouais. Mais je pense que, en tout cas j'espère, et je pense pas me prendre ce coup sur la tête, City devrait se qualifier, devrait filer en quart de finale. Une victoire 2-1 à l'extérieur. Là on sait que s'il y a un match nul, si par exemple on va dire que si le Real gagne 2-1, ça filera aux prolongations, ou si le Real Madrid gagne seulement 1-0, ça fera un total de 2-2 sur les deux matchs et le City passera. Parce que les buts à l'extérieur en Ligue des Champions comptent double. Donc même si le Real Madrid parvient à remporter le match retour 1-0, ça sera malgré tout Manchester City qui se qualifiera en quart de finale.
ils devront faire sans Sergio Ramos. Et hier, le Real Madrid, ils ont été très costauds, en tout cas en défense, ils ont été très très costauds. Et c'est grâce à Sergio Ramos et même Rafael Varane qui a été très bon en défense centrale. Et faire sans Ramos, qui est voilà, le patron en défense centrale, ça va être très compliqué. Et on sait que, voilà, en tout cas, l'arme ultime de City et de Pep Guardiola, c'est l'attaque. Parce que City aussi en défense, voilà, c'est fébrile, ils peuvent se louper. On a vu, bon là, hier, ils encaissent ce seul but sur une erreur. Et City, voilà, ils marquent, on va dire qu'ils vont chercher ses buts. C'est pas une erreur vraiment du Real Madrid, ils vont chercher ses buts. Mais le Real Madrid marque sur une erreur manifeste de Manchester City. Je pense en tout cas, je ne connais pas les stats, je ne connais pas les stats pour clairement, mais je pense qu'il y a 90% de chances que City se qualifie au match retour et élimine le Real Madrid qui a remporté 13 Ligues des Champions en Champions League, en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est le plus grand club de l'histoire de cette compétition. Enzo, le Real, d'ores et déjà éliminé selon toi? Non, parce que c'est pas encore fini. Le Real, même si l'année dernière ils se sont fait éliminer par une Ajax qui était jeune, qui n'avait pas de l'expérience, pardon. Mais je pense que même si Sergio Ramos s'est fait exclure, rien n'est encore fait dans cette rencontre. Parce qu'on sait que le Real a retourné quelques situations où ils étaient mal embarqués et ils ont su le retourner. Comme je le disais tout à l'heure, City à domicile face aux grands, c'est jamais facile pour eux, même si, comme tu l'as dit Isaac, ils ont dû apprendre de leurs erreurs. Après, ça va se rester sur un match. Le Real, le seule faute que peut faire le Real, c'est de tout tenter dès la première mi-temps et il y aura plus d'espace par contre pour City. C'est ce qu'ils vont faire. Moi je pense pas que c'est ce qu'ils vont faire parce que Zidane, c'est quand même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quand même un grand coach. Et je pense pas qu'il va dire à ses joueurs de tout donner dès la première mi-temps. Je pense que ça va être ils vont plutôt gérer la rencontre et essayer de marquer dans des temps faibles de City. Après, c'est ce qu'il dit hier, Zizou. Tout de suite en conférence de presse, et je pense que pour moi, je pense que c'est ce qu'ils devront faire en tout cas. Ben moi je pense pas, parce qu'au contraire, comme tu l'as dit, l'arme fatale de Pep Guardiola c'est l'attaque, et si au contraire le Real s'expose à aller tous vers l'avant et on sait qu'il n'y a pas Sergio Ramos, donc encore un point faible en défense pour le Real Madrid, au contraire c'est ce qu'ils devront pas faire, je pense, de tout donner dès les premières minutes, dès la première mi-temps, et au final d'être épuisé physiquement et d'avoir plus d'espace pour City, avec des joueurs comme, on ne sait pas si Agüero va jouer, mais Agüero, Jesus, Sterling, Mahrez, s'ils ont d'espace, c'est des joueurs qui vont en profiter et qui vont marquer, qui vont être décisifs et qui vont éliminer encore plus le Real Madrid. Donc je pense que le Real va devoir garder le ballon, et je pense qu'ils vont le faire. Après, Zizou, comme tu l'as dit, il a déclaré qu'ils allaient tout donner, ils allaient s'exposer. Mais je pense que c'est de la com, parce que je pense pas qu'il... Ou alors s'il fait ça, ça serait une grave erreur pour moi. Parce que s'il s'expose, à ce moment-là, c'est sûr que le Real va se faire éliminer. Mais en tout cas, si je pense qu'ils doivent et ils devront avoir la possession, parce qu'on sait que City n'aime pas ne pas avoir le ballon. C'est une équipe comme le dit Pep, et comme il aime avoir le ballon. Et je pense que Zidane doit dire à ses joueurs et doit mettre un dispositif qui fait que son équipe garde le ballon et qui progresse ensemble avec des attaques placées et non pas des attaques rapides. Parce qu'on sait qu'à part Karim Benzema, c'est le seul vrai arme offensive pour le Real Madrid. Hier, on ne l'a pas vu. Mais voilà, je pense que le Real n'est pas encore éliminé. Isaac, tu veux rajouter quelque chose? On sait que la victoire 1-0 du Real ne suffit pas de se qualifier. Donc, à contrario de ce que tu penses, vraiment, si le Real veut se qualifier, et c'est sûr qu'ils le voudront, il va falloir qu'ils tuent la rencontre dès le début. En tout cas, il va falloir qu'ils donnent tout dès la première seconde. Parce que la victoire 1-0 ne suffit pas. La victoire 2-0 peut suffire, mais ils ne sont pas à l'abri d'un but de Manchester City. Déjà, si City parvient à déjà mettre le premier but du match, le Real sera obligé de s'exposer. Ils ne pourront pas faire autrement. Parce que le 2-1 mène aux prolongations. Mais là, ils devront marquer 3 buts pour se qualifier. Donc le Real Madrid, l'arme en tout cas qu'ils auront, c'est de s'exposer, mais de finir les occasions. Là, vraiment, ils devront mettre les occasions au fond du filet. Ce qu'ils n'ont pas, on va dire, réussi à faire, même si City s'est procuré le plus d'occasions et aurait pu marquer 3-4 buts face au Real hier lors du match retour. Et je pense que Zizou fera ce qu'il a dit tout de suite hier en conférence de presse à chaud au micro d'RMC Sport. Ils devront tout donner dès la première seconde. Ils ne devront pas laisser de répit à Manchester City et marquer le plus de buts possible. Parce qu'une défaite de buts à 1
à domicile, voilà, c'est pas gagné. La saison dernière, City s'incline 1-0 face à Tottenham à domicile. On a bien vu que lorsque City met le premier but lors du match retour au Raheem Sterling, Tottenham, ils ont direct tué le match. Ils ont direct mis 2 buts par l'intermédiaire d'Heung-min-Son. Donc c'est ce qui a permis aussi à Tottenham de pouvoir se qualifier. Ils ne se sont pas dit que... Pas sur la même dynamique. Ben, ils ne se sont pas dit qu'à 1-0, on filerait aux prolongations. Et ils ont continué à jouer. Le Real n'est pas en confiance. Et si le Real n'est pas en confiance et qu'ils se disent oh, allez les gars, on y va, on va tout donner, on va essayer de marquer dès les premières minutes, oui, c'est peut-être quelque chose de bien. Mais attention, je dis bien attention, parce que déjà, le Real va faire sans Ramos, qui est le meilleur défenseur de leur équipe. Parce qu'on sait que même si Nacho, je pense, avec Raphaël Varane, c'est très fébrile. Et s'il s'expose, si les latéraux ils montent, si les milieux de terrain ils s'exposent trop, et qu'au final, derrière, eh bien, il ne restera plus que le numéro 6 pour faire... On sait que City est bon aussi en contre-attaque, comme je le disais tout à l'heure. Donc attention à ça, ne pas trop s'exposer, je pense. Après de toute façon, pour se qualifier, il va falloir marquer des buts. Et pour marquer des buts, il faut prendre des risques. Oui, c'est sûr. Mais pas dès la première mi-temps, je pense. Si le Real... après, moi, je pense qu'un match, il peut se tuer en 15 minutes. Hein. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est ce qu'on a vu la saison dernière. Le Real n'est pas à l'abri de prendre un but. Oui, mais c'est pour ça que le Real devra marquer le plus de buts possible. C'est pour ça que pour se qualifier, il ne faut pas attendre... Parce que City marque à 78e et à la 83e. Non, il aura fallu... Oui, mais il aura fallu 5 minutes pour pouvoir tuer la rencontre. Donc, lors du match retour, si le Real Madrid ne met pas tout dès la première mi-temps, ils ne sont pas à l'abri aussi de se prendre ce but-là qui pourrait tuer les rêves du Real Madrid par City, parce qu'on sait que City sont capables aussi de mettre un but dans le cours du jeu à la 75e, 80e minute. Après, c'est que mon avis, mais pour le Real Madrid, pour pouvoir se qualifier, je pense qu'il va falloir vraiment tout donner de la première à la dernière seconde. Alors les gars, avant de clore ce débrief Champions League, y a-t-il eu des erreurs d'arbitrage durant ces matchs que l'on a passé en revue durant ce débrief? Enzo? Ouais, moi je pense qu'il y en a eu quelques-unes. Pour la première rencontre entre la Juve et Lyon, il y a eu peut-être pour moi 2 pénaltys oubliés, un sur Dybala, un sur Ronaldo. Donc après, l'erreur peut faire une erreur. L'erreur est humaine bien évidemment, mais comme on revient à chaque fois, qu'est-ce que font les arbitres présents dans le centre VAR? Sachant qu'ils ont plusieurs ralentis, ils ont le temps de revoir les images. Donc voilà, c'est toujours la même question que fait la VAR. Après, c'est pas pour ça que la Juve a perdu. Attention, je dis pas que c'est à cause de l'arbitre que la Juve a perdu. Mais, je dis bien mais, s'il y avait eu pénalty, peut-être que ça aurait changé le match. Et en plus, c'est des pénaltys qui sont pour moi justifiables et pas litigieux. Parce que quand on voit que Dybala, dos au jeu, il se fait tirer le bras, il se fait tirer le maillot, ben c'est tout simplement penalty parce qu'on l'empêche de jouer en plus dans la surface. Et je suis sûr que si c'est en dehors de la surface, l'arbitre siffle. Après, le deuxième, c'est un peu plus litigieux parce que Ronaldo est empêché de sauter. Mais bon, c'est pareil, il est seul face au but, il est empêché de mettre la tête, c'est pour ça qu'il met le bras. Et en plus, l'arbitre siffle faute, siffle le bras de Ronaldo. Mais pourquoi il met le bras? Ça, pareil, le VAR fait quoi? Et après, moi, ce qui me dérange sur cela, c'est que l'arbitre ne demande pas l'avis à la VAR. On voit qu'il ne met pas le doigt à l'oreille. On sait que les arbitres sont souvent critiqués et critiquables. Pourquoi? Pour cela aussi. Parce qu'ils ont une aide. On le sait qu'ils ont une aide. Alors pourquoi ils ne demandent pas à la VAR, tout simplement, est-ce qu'il y a vote? Oui, non, va voir à l'écran. Ça coûte quoi de perdre 2-3 minutes et comme ça tout le monde est d'accord, même si sur ces occasions, c'est pas litigieux comme je l'ai dit. Au moins il va voir, il se fait un avis sûr avec des ralentis et on n'en parle plus. Mais là, le problème, c'est qu'il n'est pas allé voir la VAR. Et c'est pareil, pour moi, il y a une petite erreur sur le but de Manchester City, le premier but de Gabriel Jesus. C'est une action un peu plus litigieuse. Pourquoi? Parce qu'on voit que Ramos est dans les airs et il se fait pousser au moment de prendre l'impulsion. Isaac n'est pas d'accord, je le sais, et pour lui, il met juste les mains. Mais après, c'est pareil. Un simple mouvement peut déséquilibrer. Ramos en rajoute, Ramos joue le coup. Pareil, l'arbitre, pourquoi il n'est pas allé voir le VAR? Il est sûr de lui. Mais si après, tant on ne sait pas, hein, s'il va voir le VAR, peut-être il change de décision ou peut-être il réfléchit un peu plus. Pareil, on ne l'a pas alerté. Par contre, sur le carton rouge, là, il n'a rien à dire. Il y a carton rouge, il y a faute. Mais le problème, si on voit les deux mains, Ramos, il pousse Jesus, carton rouge. Si on siffle la faute là, on doit siffler la faute sur le premier but. Qu'en penses-tu, Isaac? Moi, je pense déjà, premièrement, je pense que le VAR est dans la capacité d'alerter l'arbitre.
parce que ce n'est pas que l'arbitre qui peut faire appel au VAR, mais le VAR fait aussi appel à l'arbitre pour dire que sur cette action-là, il s'est passé quelque chose. En tout cas, sur la faute de Paulo Dybala, ça aurait pu se siffler, ça aurait très bien pu se siffler, le penalty. Après, pour se pencher plus sur City, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord et ça ne va pas changer. Mais voilà, moi je pense que Gabriel Jesus ne fait pas faute sur Sergio Ramos. J'ai regardé en tout cas plusieurs fois, on a regardé plusieurs fois le but et je suis persuadé qu'il met juste les mains voilà, sur Ramos. Si c'est l'inverse. Après, si c'est l'inverse, je sais pas. Voilà. Je serai vraiment objectif. Je serai vraiment objectif jusqu'au bout. Je l'ai été plusieurs fois. Lorsqu'il avait faute, je disais qu'il est faute. Mais si c'est l'inverse et qu'il se passe ça, il n'y a pas faute. Pour moi, à aucun moment, on voit le geste en tout cas de Gabriel Jesus pousser Sergio Ramos et le déséquilibrer. Sergio Ramos saute à la tête, le ballon est beaucoup trop haut, il tombe parce qu'il n'arrive pas à le réceptionner. Et Gabriel, il perd l'équilibre. Quand il démarre, il se fait pousser. Non, il perd pas l'équilibre parce qu'il se fait pousser. On le voit qu'il a un pied en l'air et un pied au sol au moment où il va pour sauter. Non. Pourquoi? Parce qu'on le voit à l'image. C'est pas moi qui. Oui, après s'il a son pied en l'air, c'est lui qui a son pied en l'air. C'est pas Gabriel Jesus qui lui a levé le pied en l'air. Moi je pense que Gabriel Jesus vraiment, il met les mains et au moment de sauter, il les enlève et il saute. Ensuite, quand on joue au ballon, un défenseur quand tu es en l'air, c'est presque scientifique. Quand tu es en l'air et qu'on te met les mains, c'est en l'air, tu n'as plus la maîtrise de toi. Quand tu es en l'air, tu es obligé de tomber. C'est normal quand tu es en l'air qu'on te met les bras comme ça. Mais il ne poussait pas, Gabriel Jesus. Mais même les mains. À aucun moment, parce qu'on peut sauter avec tout le corps. Quand on saute, on se met l'épaule. Quand on saute, on met la cuisse. Le joueur, il ne tombe pas. C'est pas ta main qui va faire tomber tout ton corps. On peut sauter en se frappant aussi la tête. En frappant, on peut se taper ici. Le joueur ne tombe pas. Et en plus, on voit qu'il met les mains comme ça. Mais il a les mains comme ça et après il a les mains comme ça. C'est normal, pour mettre la main, c'est normal qu'il fasse un geste. La main, elle se téléporte pas au moment. Moi, je pense, déjà, on regarde quand on voit le but, au moment où il saute, Gabriel Jesus n'a plus les mains sur le joueur. Ben oui, ça c'est sûr, mais au moment de l'impulsion. On voit à aucun moment Gabriel Jesus pousser Ramos. Oui, on le voit poser ses mains. En plus, il recule après. Et Emiliano Butragueno, grande légende du Real Madrid, regardez les images et lui-même a dit que Gabriel Jesus joue très bien le coup. Et il dit qu'il y avait penalty. Il dit clairement pourquoi Figo. Parce que Figo il a dit que le but aurait dû être refusé. Mais pourquoi penalty? Penalty, je me suis trompé, j'ai dit il aurait dû qu'il n'avait pas à avoir but. Non, après, j'ai pas vu la déclaration de Luis Figo a déclaré qu'il devait avoir faute. Après, Emiliano Butragueno, il est plus légitime en tout cas de parler. C'est un attaquant parce que Butragueno, c'est l'ambassadeur du Real Madrid et il était là lors de la rencontre. Et c'est plus, voilà, si quelqu'un devrait vraiment s'indigner sur cette faute, c'est plus Emiliano Butragueno que Luis Figo. Il déclare que Gabriel Jesus joue très bien le coup. On sait que le football, c'est un sport de contact. Je suis d'accord avec toi, Enzo. Si vraiment Gabriel Jesus pousse Ramos, si on voit que c'est le fait que Gabriel Jesus pousse Ramos qui fait qu'il tombe, il y a faute. Mais moi, je suis persuadé que Gabriel Jesus ne pousse pas Sergio Ramos et qui marque. Après sur la seconde faute, moi je trouve que c'est pas pareil parce que Gabriel Jesus il arrive à toute vitesse, il met dans le vent que ce soit Varane et Ramos et il empêche une action de but. Là Ramos empêche une action de but et aussi on voit très bien que ce n'est pas que la main mais il a même un geste du pied. On peut voir dans l'intervalle d'une demi-seconde que Ramos écrase un peu le pied de Gabriel Jesus. Voilà, cette saison l'assistance vidéo a été mis à disposition des arbitres. Si l'assistance vidéo n'a pas en tout cas alerté le corps arbitral, c'est qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas de faute et que le carton rouge et le but étaient valables pour City. Voilà, en tout cas, grand match de Gabriel Jesus qui a poussé Ramos à prendre ce rouge, à ne pas être disponible pour son coach lors du match retour. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, plutôt Team Enzo ou Team Isaac. Ah, c'est Team Ramos, Team Gabriel Jesus. À vous de choisir. C'est pas Enzo qui a sauté, moi qui a
Team Ramos et Team Gabriel Jesus. Aussi, ouais. Bon, je vous remercie pour ce petit débrief, les amis. Avant de finir, je tiens à préciser, je tiens à remercier à titre personnel notre community manager, Cyrine Coriche, qui était présente à chaque tournage de Factor Game et qui a publié sur le compte Insta Arrête, et Twitter. Tu t'enfonces. Arrête-toi. Conclu. Et YouTube. En tout cas, Cyrine, sache que tu as rendez-vous lundi au Pôle emploi. Puisque tu es licencié. Allez Bel après-midi et merci encore de nous suivre aussi nombreux. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.